Dans l'actualité de ce lundi 1er avril, le Premier ministre poursuit ses consultations auprès des partis politiques. Christophe Marie-Joseph Dabiré est allé rencontrer l'opposition politique ce matin. Ils ont parlé de la situation de la nation. Il sera le candidat de l'ADF-RDA à l'élection présidentielle de 2020. Maître Gilbert Noël Ouedraogo a été investi ce week-end au cours de la 16e Assemblée générale du parti. Et puis, un grand cinéaste burkinabé et africain s'est éteint ce 1er avril. Saint-Pierre Yameogo est décédé des suites de maladies. Nous reviendrons notamment sur certains des films qu'il a réalisés. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Avant de développer ce titre, d'abord, et vous vous souvenez peut-être de ce reportage que nous vous avions montré sur la crise qui avait secoué la commune de Zoaga. C'était en début d'année, les 25 et 26 janvier, dans cette localité située dans la province du Boulgou, à une quinzaine de kilomètres des Abrés. Des affrontements sur fond de succession au trône avaient causé la mort de 6 personnes, dont l'ex-maire de la commune et plusieurs blessés. Ces événements avaient surtout laissé une tension vraiment palpable qui faisait planer une sorte de chape de plomb sur cette commune, comme en témoignent les propos prononcés vers la fin du reportage par certains des protagonistes que je vous propose d'écouter ce petit bout de reportage. Si l'on peut identifier les protagonistes de cette crise comme étant les frères d'une même famille, la mise en cause de l'ex-maire de la ville dans cette affaire reste floue et est jugée comme impardonnable par sa famille. Lui, il comprend. C'était la politique. Là, on peut comprendre. Comment je fais nous-mêmes, nous sommes pas des mêmes familles. Vous partez là-bas, et puis il y a des... vous attaquez là-bas. Vous laissez ceux qui sont là-bas, vous venez attaquer en tant que Waré Bouria. Qui ne suit pas dedans, qui n'est pas même de la même famille que de la chefferie. Je ne comprends pas quoi. Nous sommes des enfants, mais ce qu'il y a là, nous voulons que la justice soit faite. Ce sont de fausses accusations. Ils l'ont tué pour rien. Il ne s'est jamais mêlé de nos problèmes. Pour la mort de notre fils, on peut l'accepter, puisque c'est entre nous, les gens d'une même famille. Mais en ce qui concerne l'ex-maire, on ne peut pas justifier leur acte. C'est au nom du pardon que jusque-là, nous sommes restés calmes. Et c'est parce que nous pensons qu'il y aura des poursuites judiciaires. Mais si dans quelques jours, nous constatons que rien n'est fait, on va sacrifier nos vies pour lui rendre justice et nous serons tous quittes. On le voit, les jours à venir s'annoncent critiques à Zoaga. Les autorités compétentes sont ainsi interpellées. Eh bien, comme une prémonition, Rémi Lambert-Nébier ne croyait pas si bien le dire. Près de 3 mois plus tard, les choses se sont envenimées à nouveau ce 1er avril. Cette fois-ci, les affrontements auraient fait 8 morts, plusieurs blessés, dont des cas graves. De nombreux commerces, boutiques et concessions ont été incendiés. Zoaga ressemblerait à un véritable champ de bataille. Eh bien, la situation a fait réagir le chef des filles de l'opposition, Zéphirin Diabré, qui a appelé toutes les parties au calme. Il faut qu'on laisse tomber les histoires d'ethnie, de tribus, de religion. Il ne faut pas qu'on rentre dans ça. Nous sommes un seul et un même peuple dans cette diversité. Dans toute société, il peut y avoir des divergences de points de vue. On doit pouvoir les exprimer vraiment sans rentrer dans un cycle de violence. Notre pays, là, la plus grande richesse qu'il a, c'est notre diversité. C'est ça notre richesse. Il faut que nous soyons à même de la préserver dans le cadre d'une cohésion nationale. Parce que nous sommes un seul et même peuple. Et nous ne réussirons jamais si nous sommes divisés. C'est si nous restons unis. Mais surtout que nous nous respectons les uns et les autres. Il ne faut pas que certains pensent qu'un tel est ceci, un tel est moins que ceci, un tel est... Non, non, non. Les Burkinabés sont tous égaux. Et ils doivent se comporter là où ils sont là, en projetant cette image-là qu'ils considèrent tout le monde de la même manière. Zéphirin Diabré qui s'exprimait ainsi en marge d'une rencontre avec le Premier ministre Christophe Marie-Joseph Dabiré est allé échanger avec l'opposition politique justement sur la situation de la nation. Arsène Konditamde. Le Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré à la rencontre de l'opposition politique burkinabé. Quelques jours après son entrevue avec les partis de la majorité présidentielle, le chef du gouvernement s'assoit à la table des discussions de l'opposition. Près de 2 heures du temps pour échanger sur les grandes questions de l'heure. Au menu des échanges, les modalités de mise en œuvre de la déclaration de politique générale du chef de l'exécutif burkinabé. Je crois que c'était utile parce que nous avons eu des échanges sur un certain nombre de questions
liées à la mise en œuvre de la déclaration de politique générale et également liées à la manière dont nous devons conduire ce pays-là vers des destinées meilleures. Le rôle de l'opposition, c'est de formuler des observations, des critiques sur la manière dont le pays est dirigé. Il nous appartient maintenant de voir le bien fondé de ces critiques, de voir si ça peut contribuer à améliorer la gouvernance au niveau de notre pays et de faire en sorte que ces critiques-là puissent être intégrées dans la démarche que nous sommes en train de conduire. Christophe Joseph Marie Dabiré est également porteur d'un message à l'endroit du CEFOP. Le gouvernement prévoit un cadre de concertation avec les forces politiques du pays et l'entretien de ce jour a entre autres objectifs de tenir informé le CEFOP pour une éventuelle participation. C'est toujours pour l'opposition une bonne occasion de pouvoir échanger avec ceux qui ont en charge la gestion du pays. Nous sommes une opposition républicaine, patriote, qui, chaque fois que le besoin se fera sentir, n'hésitera pas à aller à la discussion, au dialogue, pour donner sa version des choses, sa compréhension, ses propositions et ses recommandations à ceux qui en ont donc la charge de la gestion du pays. Cette visite du Premier ministre au siège du chef de file de l'opposition politique est une première dans l'histoire politique récente du CEFOP, selon Zéphirin Diabré. Interrogé sur les violences meurtrières de ce 1er avril dans la commune de Zoaga, le président de l'UPC appelle les populations au calme et à la retenue. À l'approche de l'élection présidentielle de 2020, les choses commencent à se préciser dans les différents états-majors des partis politiques. L'ADF-RDA a choisi son candidat, Maître Gilbert Noël Ouedraogo, a été investi ce week-end au cours de la 16e Assemblée générale du parti. Surtout Justin Dabiré. Gilbert Noël Ouedraogo est le candidat de l'ADF-RDA à l'élection présidentielle de 2020. Il a été investi au cours du 16e congrès du parti à Bobo-Dioulasso. C'est sans peur que le tout nouveau candidat de l'ADF-RDA ira à la conquête du pouvoir en 2020. Il dit mesurer la tâche qui l'attend sur le terrain. Je voudrais vous dire que je mesure la gravité du moment. Je mesure l'importance de l'acte. Je mesure le poids des responsabilités. Mais je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Parce que je sais que j'ai Dieu avec moi. Parce que je sais que vous êtes tous alignés comme hommes et femmes derrière moi et que le combat ne sera pas porté par moi seul, mais le combat sera porté par nous tous. C'est pourquoi je ne vais pas faire la fine bouche. Je vais vous dire tout de suite, j'accepte d'être investi comme candidat de l'ADF-RDA et je me battrai. Révigoré d'éléphant revient avec une nouvelle coloration politique. L'ADF-RDA envisage un retour triomphal après la traversée du désert marquée par l'insurrection populaire de 2014. C'est maintenant qu'on va connaître qui est qui. Parce que je vous dis que Dieu nous prête longue vie et vous verrez une campagne au Burkina Faso. C'est vrai qu'à un moment de notre histoire politique, il y en a qui ont appuyé sur l'interrupteur pour faire un court-circuit pour qu'il fasse noir, pour que le lait paraisse noir. Mais le jour est revenu. Le court-circuit ne pouvait pas être éternel. Le feu a été endigué. Le feu a été éteint. Et aujourd'hui, voilà l'éléphant qu'on croyait avoir enterré qui revient avec plus de force, avec plus de beauté, avec plus de vigueur, avec plus d'engagement pour aller au pouvoir en 2020 à Kosiam. Les jeunes constituent l'électorat potentiel du candidat de l'ADF-RDA pour parvenir à Kosiam en 2020. Le candidat Gilbert Noël Ouedraogo veut la faire sortir du cycle infernal dans lequel elle se trouve. C'est d'abord de motiver la jeunesse burkinabé et sortir la jeunesse burkinabé du cycle infernal dans lequel il a été placé parce qu'on a donné un mauvais exemple de la courte échelle, de l'enrichissement facile à une partie de cette jeunesse. Heureusement qu'il y a des jeunes qui sont très conscients et nous devons former cette jeunesse. Nous devons accompagner cette jeunesse. Et nous serons aux côtés de cette jeunesse. Et je suis bien placé pour le faire. Parce que moi-même, je me suis engagé politiquement très jeune. Et donc, on m'a fait confiance quand j'étais jeune. Il n'y a pas de raison que je ne fasse pas confiance aux jeunes. Composé de 58 membres, le nouveau bureau exécutif du parti de l'éléphant a la lourde charge de faire barrer l'éléphant sur la scène politique burkinabé durant les 5 années à venir. La bataille pour la conquête du pouvoir d'État en 2020 est déjà lancée. Et l'ADF-RDA ne compte pas faire de la figuration.
Et nous ouvrons le chapitre économie de ce journal avec cette audience que le Premier ministre a accordée à une délégation de la Banque africaine de développement. Les discussions ont tourné autour de la mise en œuvre des projets de construction d'infrastructures, notamment routières, financés par la BAD à hauteur de près de 400 milliards de francs CFA. Je vous propose d'écouter la directrice générale du Bureau régional Afrique de l'Ouest de la BAD. Nous avons parlé tout d'abord du portefeuille qui est en cours. Comme vous le savez, c'est un portefeuille d'une valeur de près de 400 milliards de francs CFA avec une grande prépondérance pour les projets d'infrastructure, notamment les projets d'infrastructure routière qui occupent près de 53% du portefeuille. Donc la discussion a porté essentiellement sur les projets de route. Nous avons 3 projets de route en cours et nous avons donc discuté de la mise en œuvre de ces projets afin de dégager les pistes pour éliminer les facteurs bloquants sur ceux qui nous préoccupent à cet égard et puis surtout déterminer un chemin critique qui nous permettrait de mener à bien ces projets le plus rapidement possible pour le bénéfice des populations du Burkina Faso. Nous avons parlé du projet CU9 qui a été inauguré il y a quelques jours avec un certain nombre d'infrastructures connexes qui restent à mettre en œuvre. Nous avons parlé également du projet PARDI, et nous avons enfin parlé du projet CU2A. Je crois que ce sont des termes qui sont suffisamment connus au Burkina Faso. Et là, nous avons vraiment une discussion très franche sur les facteurs qui devaient être mis en œuvre très rapidement pour nous permettre de voir ces projets aboutir. Pour ces 3 projets, les financements sont sécurisés. Donc il n'y a aucune inquiétude au niveau du financement. Ce qu'il nous reste à faire, c'est effectivement nous mettre d'accord sur une accélération de la mise en œuvre de ces projets et nous n'avons aucun doute. La coopération se porte très bien, nous nous en sommes félicités. C'est une coopération qui date depuis de nombreuses années et qui effectivement couvre plusieurs secteurs. Nous avons des projets, je l'ai dit, dans le domaine des infrastructures routières. Nous avons également de nombreux projets dans le domaine de l'énergie, de l'hydraulique, également dans le domaine de l'agriculture. Donc ça se porte très bien et nous sommes arrivés cette année à mi-parcours de la stratégie que nous étions engagés à mettre en œuvre au Burkina Faso sur la période 2017-2021. Et cette revue à mi-parcours va nous donner l'occasion de repréciser effectivement les différents projets prioritaires pour les 2 années restantes du cycle. Donc nous avons encore de grandes ambitions, nous avons encore de grands programmes à mettre en œuvre au Burkina Faso. Sans transition, place maintenant à notre chronique éco. Ce soir, nous nous intéressons à la Caisse des dépôts et des consignations, cette institution qu'on a surnommée la Banque des banques et qui sera dirigée par l'ancien Premier ministre Paul Kaba-Thiéba. Comment sera-t-elle financée et quelles sont ses principales missions? La réponse avec Rémi Lambert-Nébier. La Banque des banques, ainsi titre l'économiste du Faso pour donner une idée précise sur la Caisse des dépôts et de consignation au Burkinabé. Mais les métaphores peuvent ne pas s'arrêter là. Le coffre-fort ou la caisse d'épargne du gouvernement sont d'autres images à utiliser pour définir cette institution à la tête de laquelle la nomination de l'ancien Premier ministre suscite un intérêt sur ses prérogatives. La Caisse des dépôts et de consignation peut être en effet considérée comme un investisseur institutionnel public qui ne vise pas une rentabilité immédiate. L'un des objectifs d'une caisse des dépôts est la mobilisation des ressources long terme pour pallier le faible niveau de ce type de crédit. Elle est principalement alimentée par l'épargne des sociétés et établissements publics de l'État. Vous savez que des structures comme la LONABé, souvent disposent de liquidités qu'ils peuvent déposer souvent dans les banques pour faire fructifier, etc. CNSS, c'est pareil. ONEA, le surplus, par exemple, que ces entreprises-là dégagent en termes d'épargne peut être mis
pour le compte de la CDC qui va essayer de gérer ça pour le compte du pays. La vitalité de la Caisse des dépôts dépend donc de la performance de ces sociétés et établissements d'État, mais pas que. Ces sources de financement sont multiples. Par exemple, en matière de justice, il y a souvent ce qu'on appelle les cautions que certains prévenus ou accusés payent pour bénéficier de la liberté provisoire. Ça, normalement, dans la logique de la CDC, en tout cas tel qu'on l'a exposé, les fonds devraient pouvoir être là. Il y a d'autres types de fonds dont la gestion va être progressivement retirée à certaines structures pour constituer ce qu'on appelle les réserves de financement de la CDC. Le tout nouveau directeur général de la Caisse des dépôts et de consignation, alors Premier ministre au moment de son élaboration, déclarait que le capital de cette Caisse des dépôts pouvait atteindre à terme 500 milliards de francs CFA. Déjà, elle a une dotation initiale de 20 milliards de francs CFA conformément aux dispositions prises lors de son adoption. Telle que élaborée, la Caisse des dépôts et de consignation de Burkina Faso devrait servir au financement du PNDS ou tout simplement des infrastructures de développement. L'idée, c'est de pouvoir combler les vides en termes de financement structurel. C'est vrai qu'on a la notion de PPP qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a des banques qui sont sur le boulevard de contournement, qui étaient sur l'échangeur du Nord. Ça va continuer. Mais l'État, de temps en temps, dans certains cas, pourrait effectivement utiliser la CDC pour agir et de couvrir un peu ce qu'on appelle quelquefois des risques. Là où, par exemple, le privé n'irait pas, parce que, l'État va dire, en raison de du besoin que ça a, du besoin national, moi je prends l'engagement de le faire. La CDC peut jouer ce rôle-là. Avec la nomination d'un directeur général au dernier Conseil des ministres, le Burkina Faso tente l'expérience d'un instrument d'autofinancement de son économie qui a démontré ses avantages d'efficacité et de pérennité dans des pays comme le Sénégal ou le Maroc. Tout autre chose à présent, vous le savez, l'incivisme et la violence sont de plus en plus présents dans les écoles burkinabè et selon le ministère en charge de l'Éducation nationale, ils seraient liés aussi à l'introduction et à la consommation des drogues en milieu scolaire. Et pour endiguer le phénomène, une stratégie nationale de lutte contre la drogue, la toxicomanie et la violence en milieu scolaire a été mise en place. Elle a fait l'objet d'un atelier pour sa validation. Voici le compte rendu de Luc Pabelgem. Les écoles burkinabè sont en passe de devenir des espaces de consommation de la drogue, du tabac et d'autres substances nocives avec pour corollaire des violences et des perturbations scolaires tous azimuts. Ce constat fait par le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a amené tous les acteurs de l'éducation à s'asseoir autour d'une même table pour peaufiner la stratégie nationale de lutte contre la drogue, la toxicomanie et la violence en milieu scolaire. Malgré les efforts consentis par le gouvernement ces dernières années, les établissements scolaires sont le théâtre de mouvements sociaux, de grèves à répétition, de boycott des activités pédagogiques et de défiance totale de l'autorité de l'État. Tout cela a pour conséquence de perturber le calendrier scolaire et de compromettre la qualité de l'éducation et de la formation. La question de l'incivisme et de la violence à l'école constitue de plus en plus une préoccupation partagée entre décideurs, chercheurs, partenaires et acteurs de l'éducation. Si cette situation a de nombreuses causes, on peut aussi y voir une corrélation entre l'entrée et la consommation des drogues licites et illicites dans l'espace scolaire. Le tabac, l'alcool et même les drogues sont présents dans les écoles et cela n'augure pas de lendemain heureux pour le plein épanouissement de notre jeunesse et partant de notre pays. Pour juguler le phénomène de la drogue et de la violence en milieu scolaire,
3 axes sont déclinés à travers cette stratégie dont la validation est en cours à cet atelier. Le premier axe concerne la prévention de la violence, de la toxicomanie et de l'usage de la drogue en milieu scolaire. Dans la lutte contre la toxicomanie, la meilleure arme est d'empêcher le contact entre nos élèves et les substances. Le second axe s'intéresse à la prise en charge et à la répression qui constituent des maillons essentiels dans le processus de réinsertion sociale et dans le système de réinsertion sociale et dans le système scolaire des élèves ayant été affectés et qui est quasi inexistant pour le moment. Enfin, le troisième axe est relatif au pilotage et au soutien. Une école sans drogue, sans toxicomanie est facteur de climat scolaire apaisé et propice aux enseignements et aux apprentissages. L'atelier de validation du projet de stratégie nationale de lutte contre la drogue, la toxicomanie et la violence en milieu scolaire est attendu pour ses propositions. Venons-en à la suite du procès du putsch de septembre 2015. Aujourd'hui a pris fin la lecture des éléments sonores dans la présentation des pièces à conviction. Les dernières lectures ont concerné la communication entre le général Gilbert Diendéré et l'ex-compagne de son fils, Fatoumata Thérèse Diawara. Les détails de Romeo Koïta. Après la lecture d'une conversation téléphonique relative au désarmement des éléments du RSP attribué par le parquet militaire au général Gilbert Diendéré et à Mme Fatoumata Thérèse Diawara, le général a été appelé à la barre pour opiner sur la question. À la barre, le général dit que depuis le début de la présentation des pièces à conviction, les conversations qu'on lui attribue datent du 25 septembre et jour suivant. Alors que bien avant, c'est-à-dire à partir du 16 septembre jusqu'au 25, il a eu des échanges téléphoniques avec des personnalités militaires, politiques, religieuses et coutumières qui n'ont jamais été présentées. Alors que selon lui, ces écoutes auraient pu contribuer à le décharger. Il estime donc que c'est un acharnement du parquet contre sa personne. Mais le parquet militaire estime que les enquêteurs se sont intéressés qu'aux écoutes ayant un lien direct avec le coup d'État. La partie civile, quant à elle, estime que le général Gilbert Diendéré est paradoxal dans ses positions. Comment peut-il réfuter catégoriquement des écoutes et en même temps dire que certaines écoutes auraient pu contribuer à le décharger? Cela prouve, selon maître Awa Savadogo de la partie civile, que le général Gilbert Diendéré reconnaît implicitement les écoutes téléphoniques qui lui sont opposées. Dans une autre conversation attribuée à Fatoumata Thérèse Diawara et à l'officier ivoirien Zakaria Koné, il est question d'un renfort d'environ 1000 mercenaires venant de la Côte d'Ivoire et ce, à la demande du général Gilbert Diendéré, selon le parquet militaire qui se réfère à une partie de la conversation qui a été dite en Dula. Une version que réfute catégoriquement les avocats de Gilbert Diendéré, qui estiment qu'il n'a jamais été dit nulle part que le renfort de mercenaires venant de la Côte d'Ivoire et dont il a été question dans la conversation était attribué à leurs clients. Un autre lot de conversations met en interaction Mme Fatoumata Thérèse Diawara et le caporal Saboué Massa. Dans une des bandes sonores, Mme Diawara dit à son interlocuteur, qui est un élément du RSP, d'aller libérer le général Djibril Bassolé, qui venait d'être arrêté par la gendarmerie. Elle dit, je cite, « Prenez la ville, sortez. Si vous voyez un char, 2 chars, il faut tirer. » Le parquet militaire trouve révoltant que Mme Fatoumata Thérèse Diawara, qui n'est pas militaire, donne des instructions à un militaire pour commettre des dégâts dans la ville. Mais concernant ces écoutes téléphoniques qui sont attribuées à Fatoumata Thérèse Diawara, sa défense les a toujours réfutées. Il faut noter que la diffusion des éléments sonores est terminée. L'audience de ce mardi sera consacrée à la diffusion des éléments vidéo. Voilà, je précise que les premiers éléments vidéo ont été déjà diffusés aujourd'hui, mais sans grande chose. Nous y reviendrons demain avec Roméo Koïta qui nous fera le résumé.
C'est peut-être une sorte de pré-campagne pour le président du CDP à quelques mois, une année peut-être et demie de l'élection présidentielle de 2020. Eddie Komboigo a offert un concert au Ouagalais. Il y avait des artistes comme Desaltino ou encore Imilo Le Chanceux. C'était ce samedi au stade municipal. L'occasion pour Eddie Komboigo de lancer un appel général à la mobilisation contre le terrorisme. Arsène Konditamde. Le 20 février dernier, il était désigné homme politique le plus influent de l'année 2018 par Intelligence Burkinabé pour le développement. Une récompense pour saluer ses nombreuses actions au plan politique au cours de l'année écoulée. Ce 30 mars, Eddie Komboigo offre un concert gratuit à la jeunesse de Ouagadougou en guise de remerciement pour le soutien qu'elle lui apporte. Sur le podium du stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou, les talents nationaux ont rivalisé d'ardeur pour faire vibrer le public. Avant la tenue de ce concert, les critiques se sont fait entendre sur l'opportunité de ce concert à un moment où le Burkina Faso subit les affres du terrorisme. Sur les réseaux sociaux, certains appelaient même au boycott de la manifestation. Pour le président du CDP, ce concert a sa raison d'être. Y renoncer serait plier l'échine face aux terroristes. On a apprécié le concert, voilà pourquoi nous sommes là. En tout cas, bon, c'est un concert pour la jeunesse du Burkina Faso, toute la jeunesse du Burkina Faso. Donc on est fiers d'être un jeune du Burkina Faso. Bon, à propos du président Eddie, bon, moi je ne peux que lui souhaiter un bon vent. Que Dieu le bénisse en toute sincérité. Concernant la mobilisation, Eddie Komboigo a affirmé avoir refusé de louer des cars pour les mettre à la disposition des jeunes qui souhaitaient prendre part au concert. Une pratique d'un autre âge à laquelle il demande à la jeunesse de se démarquer pour de bon. Et pour terminer, nous vous l'annoncions en titre, le cinéma burkinabé est encore une fois frappé par le sort. Le réalisateur Saint-Pierre Yameogo s'est éteint ce 1er avril des suites de maladie à l'âge de 64 ans. Saint-Pierre Yameogo a réalisé des films comme Dounia, La fille tout va bien, Wendemi, l'enfant du bon Dieu ou encore Bahiri la patrie, son tout dernier film qui a remporté le Grand Prix Samben Ousmane au Festival du cinéma africain de Kouriba au Maroc. Voilà, nous reviendrons plus en détail sur la carrière et la filmographie de ce grand cinéaste burkinabé et africain. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, c'est-à-dire à 19h30. Merci de votre fidélité.